Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regard. On va parler cette fois-ci encore de la politique, puisque l'année 2025 commence avec quelques initiatives politiques en Algérie, mais aussi avec beaucoup de bouleversements dans le monde. Et pour cela, je suis heureux de me retrouver aussi une nouvelle fois ici dans le siège de Jil Jadid pour discuter de toutes ces questions-là avec le président de Jil Jadid, Sofiane Djellali. Sofiane Djellali, bonsoir. Bonsoir, Azoul. Alors, on va commencer par l'actualité algérienne. Votre parti essaye d'activer tant de mieux qu'il peut, comme la majorité des partis de l'opposition, mais que ces activités sont malheureusement inondées parce que les médias ne suivent pas. Le chef de l'État a lancé une idée de dialogue, encore une fois de dialogue. Qu'est-ce que vous comprenez d'abord de cette initiative? Je pense qu'il y a eu, on va dire, quelques tentatives de dialogue qui avaient été initiées par la présidence de la République. Mais à chaque fois, on a le sentiment que c'est plus une opération de communication qu'un véritable dialogue. Vous êtes vous-même parti deux fois à ces réunions. Bien entendu, on peut rappeler très rapidement que dès 2020, dès l'installation du nouveau président de la République, élu le 12-12, 2019, j'avais été parmi les premiers à avoir répondu à l'invitation au dialogue. Mais petit à petit, il est évident que le président ou tous ceux qui sont autour de lui, l'équipe qui dirige le pays, a une idée en tête qu'elle veut mettre en œuvre sans prendre réellement en considération la vie des uns et des autres. Donc ils sont sur un schéma de conduite où ils pensent... Oui, je pense qu'il y a une recherche d'image. Et donc on le voit que petit à petit, la liberté qu'avaient réussi à avoir les Algériens, même durant la fin du mandat de l'ex-président de la République, et surtout durant le Hirak, tout ça, pas à pas, a été effacé. Et d'ailleurs, vous le dites bien dans l'introduction, il devient de plus en plus difficile de s'exprimer dans le pays. Et à l'occasion, je remercie Berber TV qui ouvre quand même ces plateaux à des personnalités politiques, quel que soit leur bord, et c'est à votre honneur. Malheureusement, la majorité des chaînes publiques ou privées ne jouent plus ce rôle-là, et tout le monde sait que ce n'est pas par choix, ce n'est pas que les hommes de communication ne veulent plus inviter les hommes politiques ou même les intellectuels, ou en tout cas organiser des débats contradictoires. Ça devient absolument difficile. Tout le monde sent qu'il y a une forme d'arbitraire et que pour le moindre mot de plus ou de moins par rapport aux normes que souhaitent les dirigeants du pays, eh bien, immédiatement, il y a un retour de bâton. Et donc, petit à petit, les gens se retrouvent en difficulté. Vous connaissez bien le scandale qui ne finit jamais de la NEP, où le pouvoir distribue, selon sa convenance, les deniers publics aux uns et aux autres en fonction du niveau de soutien qu'ils obtiennent d'eux. Et ça a installé un climat extrêmement négatif dans la société en général. Est-ce que vous pensez que cette fermeture-là, cette chape de plomb qui pèse sur la classe politique et les médias, le résultat d'une crainte de la reprise des manifestations, ou c'est juste une volonté de pouvoir se maintenir? Oui, il y a une volonté de se maintenir, c'est clair. Mais la question reste posée. Un pouvoir peut se légitimer, être en bonne position, tout en laissant la société s'exprimer. Il est évident qu'une société comme la nôtre est encore en plein bouleversement. Il y a des évolutions sociétales, il y a des tensions, il y a beaucoup de secteurs où il y a des difficultés. Et c'est tout à fait naturel. Nous sommes un pays qu'on disait en voie de développement, qu'on espère être émergent, mais le fait est que les choses sont encore compliquées. Donc, que ce soit le secteur économique, commercial, social, etc., c'est tout à fait normal qu'il y ait des difficultés. Et on le voit, les symptômes sont multiples.
Les plus graves sont le phénomène de la harga, hein, où les gens vendent leurs biens, récupèrent leur capital et puis risquent leur vie pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, quelles que soient les conditions et quels qu'en soient ensuite les résultats. Donc il y a un vrai malaise dans la société et je pense qu'un pouvoir intelligent, un pouvoir ouvert qui veut comprendre sa société, qui émerge ou qui vient de cette société-là et qui veut dénouer les difficultés qu'a cette société, c'est au contraire la laisser s'exprimer. C'est peut-être plus difficile à gérer parce qu'il faut travailler plus, très probablement, il faut écouter les gens, il faut essayer de rassurer les uns, rééquilibrer pour les autres. Mais c'est ça le travail politique. Sinon, c'est quoi la politique? La politique, ce n'est pas être au pouvoir et imposer ses propres humeurs sur l'ensemble de la société. Ça n'a pas de sens. C'est au contraire comment aider la société à dénouer ses difficultés internes. Ce n'est pas en les refusant, ce n'est pas en les niant. Ça, c'est une fuite en avant. Dire que ce que je dis comme mot se transforme en réalité. Ça, c'est Alice au pays des merveilles, c'est pas la réalité. La réalité est qu'il y a de lourds problèmes qui demandent du temps pour être résolus. Encore faut-il qu'il y ait une vision générale, qu'il y ait des efforts, qu'il y ait une communication sérieuse avec la population. Je suis sûr que si un président de la République vient dire aux Algériens, écoutez, nous avons devant nous ce type de problème. Il peut les énumérer. Pour les dépasser, il va falloir qu'on traverse une période un peu compliquée. C'est comme vous allez chez le dentiste, vous voulez vous débarrasser d'une douleur chronique, mais vous allez accepter d'avoir une douleur un peu plus grande pendant un petit moment et après, vous réglez votre problème. Un pays a de gros soucis à régler. Il faut le faire, mais il faut mobiliser les gens. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils payent beaucoup plus cher ce qu'ils achètent dans le commerce, les produits, pourquoi il y a cette inflation, pourquoi il y a du chômage. Il faut expliquer aux gens et non pas faire juste quelques produits pour calmer la douleur, mais laisser le mal encore évoluer. Et vous pensez que le mal est profond? Le mal est très profond, parce que ce n'est pas pour faire porter le chapeau à tel ou tel président ou gouvernement. Le pays a une histoire très lourde. Nous revenons d'un néant en réalité. Nous ressortons de 132 ans d'une nuit coloniale où on a perdu nos repères, notre culture s'était désagrégée, notre identité s'est éparpillée, sans parler... on n'a pas d'économie solide, productive, parce qu'on n'a pas suffisamment de gens qui ont été formés, etc. Et donc, il y a des problèmes objectifs. Ce n'est pas... Mais au lieu d'aller à des solutions... pas directement le fruit de la gouvernance actuelle, mais c'est l'accumulation de plus de 60 ans. Le problème est qu'au lieu que nos gouvernants aillent vers des solutions objectives à des problèmes objectifs, c'est-à-dire de manière rationnelle, tout en communiquant avec la population, on fait face à notre réalité. Or, les gouvernants successifs essayent de cacher la vérité. Ils ont l'impression que la population est immature, ne peut pas accepter qu'on lui dise la vérité. C'est comme pour un malade, on va lui dire tout va bien, ne crains rien, alors qu'il y a un mal grave auquel il doit faire face. Non. L'Algérie a d'énormes potentialités, elle a des capacités merveilleuses dans tous les domaines. Mais au lieu de les exploiter en ayant conscience des problèmes, non, on n'exploite pas nos avantages et on couvre, on essaye d'occulter nos vrais problèmes. Et ça ne mène pas aux solutions, ça aggrave les situations. On va arriver aux questions économiques, mais il y a des questions de l'heure. Actuellement, il y a des débats sur les lois que le chef de l'État présente comme... des solutions miracles à la crise politique, même s'il ne reconnaît pas l'existence de la crise, c'est le code communal du Wilaya et le code électoral et la loi sur les partis politiques. Globalement, comment est-ce que vous avez perçu ces lois? Beaucoup de partis disent qu'il y a une volonté de mainmise de l'administration sur la classe politique. Est-ce que c'est votre sentiment? Bon, si vous voulez, on commence
par quelques détails pour donner des exemples, et puis après on va tirer la conclusion générale. Alors, le code communal, c'est une catastrophe. Bien sûr, dans les attendus, il est dit qu'on va aller vers la vraie démocratie. Ce que dit le président de la République. Nous allons à la vraie démocratie. Ce qui est un aveu déjà. Il reconnaît déjà qu'on n'est pas en démocratie. Mais le problème est que dès que vous commencez à étudier le projet de loi, vous allez voir, le maire perd de ses prérogatives au profit du secrétaire général de la commune qui, lui, devient l'ordonnateur et celui qui gère le budget. Le secrétaire général de la commune va dépendre directement du wali à qui il rend compte. Ensuite, à côté de l'assemblée élue, il vous crée une assemblée nouvelle, soi-disant venant de la société civile. Personne ne sait comment elle est désignée, mais elle est désignée de toute façon administrativement par le wali, mais sans qu'on nous explique le pourquoi et le comment des choses. Et cette seconde assemblée parallèle, qui est désignée, a le droit d'intervenir dans l'ordre du jour, et elle a, ce qui est très grave, elle a le droit de demander l'ouverture d'une enquête contre le président de l'APC, c'est-à-dire le maire, et en faisant des rapports directs au wali. Donc c'est insensé. L'Assemblée communale ne représente plus rien, il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus... D'autant plus que ce qui est très grave, c'est que le wali lui-même ne rend compte absolument à personne. Il est désigné de façon administrative par sa tutelle, par le président de la République. On ne sait pas sur quelle base. Personne ne sait qu'est-ce qu'il accomplit ou n'accomplit pas comme travail. Et puis après, il va être muté ou devenir ministre. Mais on ne sait plus. Donc, où est cet état de droit qu'on veut construire et où est cette démocratie? Passons maintenant à la loi sur les partis politiques, très rapidement. En un mot, les partis politiques, si ce projet de loi passe, deviennent des annexes du ministère de l'Intérieur. Et ça sera des regroupements de personnes qui vont devenir en quelque sorte des fonctionnaires, mais sans paye. Hein? C'est une administration en dehors de l'administration officielle. Voilà, mais le militant n'est plus militant. Le militant devient celui qui doit suivre les instructions du ministre de l'Intérieur. Donc en tout. Alors déjà, on vous décapite le parti. Au bout de 2 mandats, on vous demande de liquider l'ensemble des dirigeants, l'ensemble, sur le plan national, puisqu'il est exigé que, par exemple, ceux qui s'appellent le Conseil national ou l'organe délibérant, c'est l'organe délibérant, et en plus l'exécutif, tous doivent partir au bout de 2 mandats. Le problème n'est pas la limitation de mandats pour un exécutif. Par exemple, nous, à Jil Jadid, le président du parti peut être le choix d'un parti, mais c'est un choix du parti. Et en plus, on n'impose pas une décapitation de l'ensemble des cadres d'un parti. Cette loi devient un règlement intérieur dicté par le ministère de l'Intérieur et qui oblige un parti, avant de changer une phrase de son programme, de demander l'autorisation au ministre de l'Intérieur. Si vous avez une donation quelconque, quelle qu'elle soit, vous devez la déclarer dans les 10 jours en donnant toutes les références du donateur au ministre de l'Intérieur. Sinon, vous risquez de 2 à 10 ans de prison. Bon, on est rentré dans des... Il y a plus de partis politiques. En réalité, c'est ça. Et il n'y aura plus de vie politique. Tout le monde sait que dans les partis qui appartiennent à l'État, en fait, entre guillemets, c'est des nominations. Hein, les SG sont nommés. Il n'y a pas d'élection ni rien du tout. Et je pense qu'ils veulent aligner tous les partis sur ça. C'est-à-dire, quand je dis tous les partis, je suis généreux. Ils veulent réduire le nombre de partis, peut-être 4, 5, 6. J'imagine qu'ils ont choisi la carte qu'ils veulent définir selon leur idéal. Et puis après, ils feront en sorte de donner le feu vert ou le feu rouge à chaque désignation au sein du parti. Puisqu'ils le disent clairement, hein, un président de parti ne peut pas changer, par exemple, son exécutif sans avoir l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Donc il n'est plus chef de parti. Il n'est plus chef de parti, il n'y a plus de parti, etc. Donc c'est clair, c'est une séquestration de la vie politique à laquelle on assiste, malheureusement, au nom, soi-disant, de la vraie démocratie. Donc en fait, la vraie démocratie,
c'est une bureaucratie administrative hiérarchisée qui dépend du ministre de l'Intérieur, lui-même qui dépend de la volonté du président, qui peut le nommer ou le dégommer comme il veut, et tous les intermédiaires de la même façon, les wali de la même façon, les chefs d'aïra, et ceux qui pensent avoir été élus par une population ne sont en fait que des exécutants de bout de chaîne d'une administration qui gère tout. Donc, le problème, si on le replace dans sa globalité, le pays, dès l'indépendance en 62, il s'était engagé dans le parti unique. Après quelques remous, juste au début de l'indépendance, mais on s'était installé finalement dans le parti unique, et ça a duré 27 ans. En octobre 88, il y a eu une déflagration populaire, qui a très probablement été aussi un peu le résultat des contradictions internes au système. Parce que quand vous voulez aligner tout un pays qui, lui, est en bouleversement, en recherche de soi, en recherche d'identité, en recherche de stabilité, et de libre d'expression, et vous l'enfermez dans une pensée unique rigide, il finit par générer de telles contradictions que ça explose. Bon, le pays est rentré après cela, dans une tentative de démocratisation, mais qui a été faite sans avoir été réfléchie. On n'a pas pensé à la démocratie. On pensait que sortir d'un système hégémonique, à pensée unique, je ne veux pas dire le mot totalitaire, parce que je ne veux pas aller aussi loin. Le système politique algérien n'a pas été totalitaire au sens où on le perçoit, on le comprend. Un peu subordonné quand même. Voilà. Mais en essayant de sortir de ce système, on pensait que c'est comme ouvrir la porte, sortir d'une maison qui devient un peu inhabitable et on se retrouve en plein air et tout va pour le mieux. Eh bien, pas du tout. Il fallait reconstruire un système. Or, on n'a pas su parce que les frustrations accumulées dans la société, parce que les courants qui n'avaient pas eu le loisir de s'exprimer, de se confronter au réel, d'avoir ce débat dans la nation, eh bien, ils sont sortis avec une violence terrible et ça a mené à la décennie rouge. Ça a fait exploser le pays avec une facture humaine exceptionnellement lourde. Petit à petit, par la suite, le pouvoir, comme il a la dimension sécuritaire, s'est imposé ipso facto. Il fallait faire rentrer le génie qui était sorti de la bouteille. Et donc petit à petit, on a enfermé un peu la scène politique, on a créé le système de quotas dans les élections. Mais élection après élection, les gens ont compris que tout ça n'était qu'une grande comédie, que finalement il n'y avait pas de démocratie, qu'il n'y avait pas un véritable débat national, il n'y avait pas de volonté d'aller au fond des problèmes. Je pense que cette parenthèse-là, de cette démocratie, tentative de paradémocratie, voilà, c'est peut-être le terme, c'est-à-dire une démocratie parallèle. Ce n'est pas une pseudo dans le sens où au début il y avait quand même des partis politiques, il y avait des gens qui luttaient pour leurs idées, mais en même temps il n'y avait pas d'effet sur l'organisation de l'État. C'était juste une grande récréation où chacun criait à tue-tête comme il le voulait. Donc, avec les élections présidentielles de septembre 2024, je pense qu'on a fermé la parenthèse de cette paradémocratie. Et qu'il est devenu évident pour tout Algérien que tout ça est factice, que ça ne donnera rien. C'est pas que les Algériens n'ont pas envie de participer à la vie politique, mais ils n'ont pas envie d'être pris pour des gens qui ne comprennent rien. Et donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont pas envie de participer à un leurre. Et on ne le dit pas, la presse n'a pas la capacité de le dire, mais... Vous faites référence au taux de participation? Bien sûr. Il n'y a rien eu. Le taux officiel est à 48%. Tout le monde sait que c'est peut-être 10-12%. C'est un peu les fonctionnaires ou ceux qui ont reçu les instructions d'aller voter. Il n'y a rien. Les bureaux de vote étaient vides toute la journée. Et ça, on ne peut pas le cacher. On a beau gonfler les chiffres. Est-ce que vous pensez que les autorités sont conscients de ça? Ceux qui sont au pouvoir sont conscients de ça? Non, je pense qu'ils considèrent ça comme un épiphénomène et ils ont envie de dire, bon, on comble avec les chiffres. Hein.
Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'ANI, l'autorité dite indépendante pour le suivi des élections. Mais voilà, on change le président de l'ANI, on met quelqu'un d'autre et puis c'est tout. Maintenant, le contrôle des élections, les partis participants n'ont aucun mot à dire. Hein. Ça se fait par l'administration et tout le monde sait qu'ils opèrent comme ils veulent. Ils changent les caisses comme ils veulent, les urnes. Voilà, on est dans une situation complètement ubuesque. Mais cette rupture maintenant entre ce qui aurait pu être un électorat et la gouvernance pose un vrai problème de fond. Et il faut pousser maintenant les choses, il faut dévoiler les choses occultées. Nous sommes face à un choix à faire. Le pouvoir, en gros, pense une chose qu'il ne dit pas, mais il pense que la société n'est pas prête à la démocratie, que s'il y a... Pardon, ça a toujours été le discours depuis très longtemps, hein, oui. Après l'époque de Bouteflika. Oui, il le disait en sous-main, mais ils essayaient de faire avec. Ils justifiaient un peu cette paradémocratie, mais là, on est arrivé au bout où maintenant il faut qu'on le dise. Si vous pensez que cette société n'est pas apte à la démocratie, et que dès que vous ouvrez un petit peu, vous laissez les gens parler, ils vont être achetés par l'étranger, ils vont se transformer en traîtres et ils vont casser l'unité nationale et créer le chaos dans le pays. Bon, dites-le. Dites-le, et à ce moment-là... C'est-à-dire vous demandez au pouvoir d'assumer ses choix. Bien sûr. Un choix autoritaire. Et annoncer que vous voulez liquider la démocratie, elle n'est pas bonne, et vous voulez revenir à une autocratie. Hein, parce qu'on revient à ça. Il n'y a plus de partis politiques. Ni le FLN, ni le RND, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a pas de parti politique. Les SG sont désignés comme ça, selon leur bonne volonté. On leur demande d'écrire. D'ailleurs, c'est juste pour l'anecdote, on revient à la même crise de la FADEN ces jours-ci avec la contestation du secrétaire général. Oui, et puis bon, remarquons que le président de la République... On ne l'invite même pas à la présidence. Qui a reçu plusieurs partis politiques, mais pas le FLN. Ça veut dire que, bon, il est en disgrâce. Il est en disgrâce, bon. Mais, quel que soit X, moi j'aurais voulu que le président de la République assume ses choix. Qui disent aux Algériens, vous êtes mineurs, vous ne comprenez pas la démocratie, vous n'êtes pas capable d'assumer la liberté, nous, on est responsables de ce pays, et donc on va vous faire taire tous. Dorénavant, c'est fini. Désactivez vos réseaux sociaux, mettez-vous en rang serré. Pour ce qui concerne le pain, le lait, l'huile, il est assuré. Il est assuré. S'il y a quelqu'un dérape et augmente un petit peu l'huile, on va le mettre en prison. Celui qui parle, il sera en prison. Et puis, c'est bon. Tout est réglé. Et on va vous emmener au paradis. Bon, qu'ils le disent. Maintenant, soit c'est ce choix, soit c'est le choix de leur discours qui dit on va aller vers la vraie démocratie. Mais la vraie démocratie, il faut la penser, la réfléchir, savoir comment l'adapter à notre population, mettre les balises raisonnables. Bien sûr qu'il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des expressions radicales, il peut y avoir des excès. Mais à tout cela, il y a des lois, on peut s'entendre et on peut construire la démocratie. Il ne s'agit pas de sortir d'une situation et entrer dans une autre immédiatement. Non, il y a une phase transitoire qui doit être assumée. Avec tout le monde. Avec tout le monde, c'est là où il faut ouvrir le dialogue, il faut assouplir la gestion des médias, il faut créer un débat national et aller petit à petit vers la construction d'une véritable organisation politique qui permette la stabilité de l'État, la sécurité de l'État, mais aussi une vraie légitimité populaire, mais aussi une efficacité qui nous permet de développer le pays, parce que, in fine, c'est ça qui est important. Comment développer le pays, comment créer les emplois en quantité suffisante, comment construire notre pays. Par contre, faire taire tout le monde et distribuer la rente de façon irréfléchie, qui va nous mener à d'autres problèmes. Ce sont les mines qui vont exploser demain.
Donc, il y a lieu de réfléchir, de se poser et de commencer à penser un peu à long terme. Arrêtons de réagir à chaque événement. C'est pas possible. Voilà. Il y a trop d'achats de devises, il y a une fuite de devises, on va fermer les marchés, on va taper. Mais quelles sont les conséquences derrière? On s'en fout. On veut diminuer les importations. Allez, on met tout le monde sur autorisation. Chaque acte commercial, il faut une autorisation. Et on va créer une embolie dans le pays. On va faire exploser le pays de l'intérieur. Et après, on va compenser avec des chiffres comme ça, qu'on balance. On va faire 18 milliards de dollars l'année prochaine. On va faire 400 milliards de dollars de PIB. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va arriver aux questions économiques dans la deuxième partie. Je vais même vous poser une dernière question politique avant de passer aux questions économiques, parce que ce que vous soulevez là est peut-être le cœur de la situation que nous vivons, en plus évidemment de la crise politique. Ne partez pas loin, on va revenir dans un petit moment. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Donc, on va reprendre cette interview passionnante avec Sofiane Djilali. On parlait dans la première partie de la crise politique. Vous avez fait un constat très sévère et pourtant, à un certain moment, vous avez donné l'impression d'avoir accordé un temps de grâce au président. Est-ce que cette période de grâce est terminée sur vous, selon vous? Écoutez, en politique, il faut avoir quand même une dose de pragmatisme. Au-delà, vous savez, Djil Jadid a d'abord un projet de société. C'est ça que nous défendons en premier. Nous avons un programme pour essayer de clarifier comment transférer ce projet de société en acte politique. Et ensuite, on s'adapte aussi à la situation. Je vous rappelle qu'arrivé à la fin de 2019, le pays était dans une phase de déstabilisation générale. À partir de la fin 2018, on avait commencé à assister à des arrestations de hauts cadres de l'État, de hauts fonctionnaires, des plus hauts gradés dans l'armée, et que petit à petit, l'année 2019, avec le bouillonnement du Hirak, il y avait des risques de dérapage. L'élection présidentielle a été imposée par autant le pouvoir, essentiellement à ce moment-là l'état-major de l'armée, mais aussi par les événements. Il faut dire les choses clairement. Nous-mêmes n'étions pas pour cette élection, mais au final, il fallait qu'il y ait... Il fallait en finir. Quoi. Il fallait en finir. Il fallait passer à quelque chose qui permette de construire l'avenir. Bon, je rappelle, durant l'année 2019, à plusieurs reprises, le pouvoir à ce moment-là, représenté par Feu Ben Salah, que Dieu ait son âme, il avait proposé un dialogue. Et d'ailleurs, le premier panel qui avait été formé était essentiellement composé de gens qui étaient très engagés dans le Hirak. Malheureusement, il y a eu des réactions extrêmement violentes par une partie du Hirak qui, elle, était sur un schéma de changement de régime. Changement radical. Et changement radical, faire tomber complètement le régime. Ça, c'était effrayant. Parce qu'on sait ces expériences, comment elles se sont déroulées et où elles ont abouti. Donc, après l'élection, le président de la République, qui avait une certaine aura, je rappelle, puisque quelques années auparavant, en 2017, il avait été désigné Premier ministre à ce moment-là, chef de gouvernement, et que très rapidement, il avait voulu combattre les excès absolument détestable d'une oligarchie qui se développait comme un cancer dans le pays. Et donc il avait ce crédit-là, puisqu'il était resté que 3 mois, et qu'il a été éjecté sur cette base-là, parce qu'il avait voulu lutter contre la corruption de grande ampleur. Donc de ce fait, il m'avait semblé qu'à ce moment-là, il était sage de lui donner une chance. Exiger que d'un seul coup tout doit changer, c'était pas raisonnable.
énormément de ministres étaient en prison, énormément d'hommes d'affaires, des walis, des militaires. Donc bon, il fallait donner un peu le temps au pays de souffler, sinon c'était la désagrégation de l'État. Je sais que beaucoup de mes compatriotes n'avaient pas compris la position de Djil Jadid, d'autant plus qu'on peut considérer que Djil Jadid était à la pointe du combat de l'opposition contre le régime Bouteflika. Et donc, ils ont eu le sentiment qu'il y a eu comme une forme de trahison du combat pour le changement. Bon, après 1 an, 2 ans, 3 ans, on voyait bien que petit à petit, le régime reprenait, que l'ancienne mentalité reprenait le dessus. Et que de nouveau, on commençait à enfermer. Au début, on comprenait, il y avait une déstabilisation du pays, il fallait calmer les gens, même un peu avec quelques brutalités, on va dire. Mais ensuite, bon, il fallait relâcher la pression, recréer un climat serein, laisser les gens discuter, débattre et tout. Mais petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant, le Yitnhaouga, qui était proclamé au niveau de la population contre tout ce qui représentait l'État, c'est devenu Yitnhaouga ceux qui disent un mot contre le pouvoir. Donc c'est l'opposition Yitnhaouga, finalement. Et ça, moi, je ne peux pas cautionner. Ça, il n'en est pas question. Moi, je voulais contribuer à la sérénité de l'État et à la construction d'un avenir. Mais devenir une simple caution pour consolider un pouvoir qui, au fond, malgré une élection ou deux, mais n'a plus la légitimité populaire, je ne peux pas le faire. C'est ça, trahir ses principes. Est-ce que demain, si le chef d'État vous fait appel, vous irez le voir encore une fois pour lui dire ça? Il est le chef de l'État légal, il est en place, il a les moyens d'agir. Est-ce que tout est de son fait? Ou est-ce qu'il participe à simplement un programme qui a été tracé? Je ne sais pas. Moi, je ne juge pas. Mais bien entendu, moi, si je le rencontre, je lui parle franchement. Et comme je l'ai fait les premières fois. Je ne marchande de rien. Je n'ai jamais rien demandé. Ni à titre personnel, ni au titre pour le parti. Ni je n'ai négocié quoi que ce soit. Contrairement à ce que les gens racontent de façon très... Il y a beaucoup justement de reproches de ce genre à vous et à d'autres. Oui. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'Algériens qui n'arrivent pas à imaginer qu'il y a des hommes politiques qui peuvent avoir des positions sans demander quelque chose pour eux. Oui, parce que malheureusement, il faut aussi dire que le champ politique est miné. Depuis très longtemps, le pouvoir a agi pour corrompre les hommes politiques, pour corrompre les structures politiques, pour les discréditer en même temps. En fait, il y a eu tout un jeu pour remettre en cause la démocratie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Algériens... C'est à peu près le slogan « Kif Kif » de temps de Bouteflika. Bien sûr. Ils vont applaudir s'il y a par exemple une loi qui élimine les partis politiques. Mais là où ils ne se rendent pas compte, c'est qu'on va enfermer le pays dans une voie qui va recréer les mêmes conditions qui ont mené à octobre 88. C'est inévitable. Ça, c'est un retour de 30 ans en arrière. Et ce n'est pas parce que le pouvoir est bon ou mauvais, qu'il gère bien ou qu'il gère mal. Tout simplement, une société est diverse, multiple, qui a des besoins très variés et qui peut engendrer des intérêts contradictoires. Or, un pouvoir ne peut pas assumer en même temps toutes ces contradictions. Donc, c'est là où un pays démocratique géré que par la loi, qui fait qu'il y ait une stabilité et qu'il y ait une acceptation de la minorité politique par rapport aux décisions de la majorité. Mais si vous avez un président de la République qui, en fin de compte, désigne le président de l'Assemblée nationale, fait désigner d'une manière ou d'une autre, par directement ou indirectement, les quotas dans les assemblées, l'Assemblée nationale, et puis maintenant, le peu de choses qui restaient, il le retire aux assemblées populaires communales, et tout le monde sait comment fonctionne le pays.
où la corruption est étagée. Dans l'administration, plus vous lui donnez du pouvoir et plus vous alimentez la corruption. C'est une évidence dans tous les pays du monde. Alors face à cette situation, il y a beaucoup de partis politiques, c'est malheureusement devenu, c'est presque un slogan, parle de discussion avec les partis de l'opposition, notamment du Coran démocratique. Est-ce qu'il y a de nouvelles consultations dans ce sens? Parce que le RCD en parle aussi, le FFS en a souvent parlé, mais est-ce qu'il y a des consultations concrètes ou c'est juste des intentions pour l'instant? Bon, je vais vous dire, nous, en 2020, on a été beaucoup attaqués par les partis politiques. Malheureusement, on a eu l'impression que le parti qui était la cause de tout ce qui s'est passé en Algérie, c'était Djil Jadid. C'est incroyable. Les gens n'attaquaient ni le FLN, ni le RND, ni ceux qui participaient, mais Djil Jadid. Et peut-être parce qu'on attendait probablement. Très probablement. On peut probablement aussi qu'on n'a pas su nous-mêmes défendre comme il le fallait cette position. Il y avait beaucoup de passion, tout était à fleur de peau, je le comprends. Mais pourquoi je dis ça? C'est pas pour me plaindre du passé, c'est naturel. Vous prenez des risques dans la vie politique, vous vous exposez aux critiques. On a dépassé ça. On a été voir nous-mêmes plusieurs partis politiques. On s'est déplacé chez eux, on a essayé de discuter avec eux et nous sommes en contact avec eux. Donc c'est clairement pour vous dire, le passé, on le dépasse. Ce qui nous importe maintenant, c'est comment réorganiser la vie politique et, dans la mesure du possible, faire prendre conscience au pouvoir que là, il s'engage dans une voie extrêmement dangereuse et qu'il a tout intérêt, vu le climat international qui se développe, à travailler avec les patriotes et non pas à vouloir bâillonner tous ceux qui ont quelque chose à dire. Il n'y a pas un pays dans le monde qui s'est développé sans ce minimum de liberté, et d'autant plus que je sais que certains pensent, la Chine par exemple, c'est un parti unique, mais le fonctionnement, d'abord les Chinois n'ont pas les mêmes valeurs anthropologiques que les Algériens. C'est un peuple discipliné, qui ne parle pas. Voyez la communauté chinoise en Algérie, est-ce que quelqu'un en entend parler? Ils sont là, ils sont silencieux, et partout dans le monde. Moi, je parle aux Algériens. Aux États-Unis, ils ont des quartiers complets, mais on n'entend jamais parler. Voilà. Vous allez dans un pays en Europe, si vous prenez le métro, qui est-ce qui parle et qui se fait voir? C'est pas les Chinois. Donc il y a une mentalité, il y a un tempérament. Il y a aussi le Vietnam qui est dans une situation un peu analogue. Il y a un tempérament, il y a une discipline, il y a des valeurs sur lesquelles nous ne fonctionnons pas. Les Algériens ont besoin de s'exprimer, les Algériens ont besoin de liberté, les Algériens ont besoin d'être reconnus en tant que tels. Et ils ont besoin de s'harmoniser avec leur identité. Ce sont ces problèmes-là qu'on doit résoudre avec eux en les laissant s'exprimer. Si vous voulez étouffer les Algériens, ils finiront par se révolter, et parce qu'ils ne comprendront pas le fait que vous voulez les faire taire et que vous voulez leur imposer quelque chose auquel ils ne croient pas. D'autant plus que l'État ne présente pas un modèle de discipline. Il ne présente pas un modèle de vertu. Comment vous voulez exiger des citoyens d'être clean à 100% dans un système complètement distordu? Vous adaptez à ce qui est tordu. Moi, j'ai même entendu dire, les imams expliquent aux gens, si vous n'avez pas un moyen de régler vos problèmes, si vous donnez un peu d'argent donc la corruption, à celui qui détient le pouvoir de vous régler le problème, faites-le. Vous imaginez jusqu'où on va? C'est-à-dire qu'on encourage la corruption. On encourage parce que le système est corrompu. Si vous êtes un citoyen honnête qui travaille que sur la loi, vous allez vous retrouver totalement marginalisé et exclu de la société. Voilà. Parce que la société est construite sur la base de règles imposées, des lois et des règles qui elles-mêmes génèrent ces distorsions. Donc réglons le problème de ces distorsions, donnons aux gens la liberté de mouvement, laissons les gens s'exprimer et dénoncer ce qui ne fonctionne pas, et non pas empêcher les gens de parler. Le jour où on deviendra un peuple
qui aura un niveau de conscience élevé, une participation importante à la vie citoyenne, une conscience citoyenne, parce qu'on aura éduqué depuis l'école et on n'aura pas conditionné les gens, mais on leur a donné les moyens de comprendre, qui ont un esprit critique. À ce moment-là, on peut, à la limite, penser à avoir un parti unique. Mais entre-temps, il est impossible de l'imaginer. Alors, on parlait tout à l'heure de l'économie, et on y est justement, il y a 2 jours, le chef d'État a démangé le ministre des Finances. Comment est-ce que vous prenez les dernières décisions qui ont été prises, notamment cette histoire-là du bureau de change et puis de restrictions à l'importation? On apprend qu'un grand constructeur de pneumatiques a quitté le pays alors qu'il y a une pénurie dans le marché. Comment est-ce que vous percevez le climat économique avant d'aller dans des détails précis? Le climat économique est très négatif. Les gens, les vrais investisseurs, ceux qui veulent produire, ceux qui veulent construire un avenir, et ça c'est un tempérament aussi, hein, tout le monde n'a pas cette psychologie. Mais les gens dont on a besoin, les vrais entrepreneurs, ceux qui peuvent construire un pays, à ceux-là on a mis des menottes, on les empêche de bouger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent leurs capitaux et ils s'en vont. Vous avez envie de les bloquer parce que vous bloquez le square. Mais il y a une façon de faire sortir l'argent. Moi, je l'ai dit immédiatement après cette mesure. Dans leur tête, interdire aux Algériens d'exporter plus de 7500 dinars par an, 7500 euros par an, équivalent sur des fonds propres qu'ils auront échangés au niveau du marché informel. Ça allait faire une seule chose, c'est que le marché de la devise informelle, qui était en Algérie, va se déplacer, il va être à l'étranger. Autrement dit, les Algériens, vous avez besoin, pour une raison ou une autre, vous avez des enfants qui étudient, vous avez un malade que vous devez soigner, vous avez quelque chose à acheter, etc., un véhicule ou autre. Vous allez demander à celui qui veut échanger, éventuellement, de vous donner l'argent de l'autre côté de la frontière et vous lui donnez cet argent ici. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez obliger les gens à mettre 100% d'argent dans la banque. Mais les banques sont incapables de gérer les flux monétaires. Il y a toujours une façon de contourner une loi lorsqu'elle n'est pensée que par rapport à un détail et elle oublie le global. Non, il faut régler le problème de fond. Pourquoi en Algérie, on est l'un des rares pays à avoir 2 taux de change avec un différentiel d'à peu près 80%. Et ça va augmenter encore. Parce que ce phénomène de pénurie de la devise sur le marché local va créer un surenchérissement de l'autre côté. Et ensuite, le blocage des importations va entraîner une pénurie de divers produits, parmi lesquels la pièce de rechange, les matériaux dans dans les intrants, dans les différentes entreprises, aussi, etc. Et puis d'un coup, on entend, alors que tous les importateurs maintenant sont soumis à des autorisations extrêmement compliquées administratives, tout en sachant, entre parenthèses, que quelques-uns obtiennent les signatures très facilement, rapidement et pour de gros volumes. Mais du coup, on entend un ministre, en parlant avec un investisseur, entre guillemets, étranger qui est là, qui venait d'ouvrir un grand magasin de commerce, qui lui dit, vous pouvez importer comme vous voulez. Qu'est-ce que ça signifie? Pour l'étranger qui s'installe, il importe à sa guise. Pour l'Algérien qui travaille, certains travaillent depuis maintenant 40 ans, 50 ans dans leur secteur, on leur dit non, vous n'avez pas le travail. Il y a un problème. Il y a un grave problème. Il y a un grave problème d'approche globale de l'économie algérienne. On n'a pas de ministre d'économie. Un ministre des Finances qui se fait débarquer en un clin d'œil. Vous pensez que c'est une anomalie de ne pas avoir de ministère de l'économie? Ben oui. Je crois que ça ne s'est jamais produit, à part une petite parenthèse du temps de Hamrouche. Du temps de Hamrouche, il y a eu Ben Saad. Aïtla Houssine, je crois. Non, Aïtla Houssine était à l'énergie. À l'énergie, oui, c'est vrai. Oui, mais il y avait quelqu'un qui, d'ailleurs, au nom du FFS, avait écrit... il était proche du FFS. C'était un Ben Saad. Houssine Ben Saad. Bon, mais
la situation, le contexte a changé, tout a changé. Mais là, il nous faut une vraie vision économique qui intègre la dimension financière, la dimension productive, la dimension industrielle, les grands projets, mais aussi la PME, PMI. Comment on va faire ça? Moi, je vois qu'on s'intéresse à encourager les chômeurs à rester chômeurs. On leur donne de l'argent et on leur dit restez chez vous. Alors que c'est l'équivalent du SMIC, c'est incroyable. Bien sûr. De ce fait, beaucoup de gens qui travaillaient ont demandé à être désinscrits de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une allocation chômage et rester à la maison. Sans compter qu'on dit, je ne sais pas la valeur exacte, que ça tourne autour de 3 milliards de dollars, l'équivalent en budget pour l'allocation chômage. Je n'ai pas les chiffres, mais le nombre de personnes qui s'étaient inscrites en 2023 était à peu près de 4 millions. C'est ça, mais qui révèle un peu le taux de chômage. Je crois qu'on est à 2 800 000 qui bénéficient de cette allocation chômage. Donc on peut faire le compte. Mais c'était le moment de dire aux Algériens, l'Algérie a besoin de redémarrer. Il faut de la main-d'œuvre. Il faut que les gens travaillent. Il faut aider les bourses les plus faibles. Il y a des subventions pour... il y a plus de gens qui meurent de faim en Algérie. Hein. Je parie que n'importe qui, pour 15 dinars, on achète une baguette de pain. Pour rien, on peut vivre. Ceux qui sont en situation de précarité absolue. Il faut maintenant mobiliser l'énergie et les moyens de l'Algérie pour produire. Et là, c'est à tous les niveaux. On aurait pu, par exemple, ces chômeurs-là, si vous faites le listing de leur profil, vous allez trouver des gens qui ont un niveau universitaire, des gens qui ont des niveaux d'éducation intéressants, des gens qui n'ont pas eu d'éducation, mais vous pouvez leur donner des travaux à faire. Des travaux d'utilité publique. Vous ne les faites pas travailler 8 heures par jour parce qu'ils ne vont pas toucher le SMIC et vous ne les avez pas. Mais il y a énormément de choses à faire. Encadrer les associations, faire des remplacements dans les écoles, faire le suivi social pour les malades qui ne peuvent pas aller se déplacer dans la clinique et qui se retrouvent comme une charge terrible pour la famille. Il y a énormément de choses où la société a besoin de cette main-d'œuvre. Donc, pourquoi donner de l'argent à des gens dont une partie peut partir vers des dépenses complètement... Plus globalement, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de retour aux années 70, y compris dans l'investissement, puisqu'on encourage plus les entreprises publiques à investir que l'opérateur privé. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de jouer. Le premier est que petit à petit, tout le pouvoir politique algérien s'est constitué de technocrates administratifs. Et donc c'est un peu comme le marteau qui n'a qu'une seule solution pour tous les problèmes, c'est de taper sur la tête du clou. Le pouvoir pense régler tout par l'administration, y compris la liberté de parole, l'organisation des partis politiques, la démocratie, la liberté, l'économie, tout doit passer par l'administration. Or, c'est une erreur fatale. Deuxièmement, il reste, non seulement il y a cette formation à travers ce processus de fonctionnaires administratifs qui fait que tous les ministres pratiquement sont des administratifs, y compris le président de la République qui a un passé d'administratif. Mais en plus, il y a l'image d'un retour à l'Algérie qui avait une autorité, une Algérie qui avait une image dans le monde, où en ce temps-là, ce président-là avait une aura exceptionnelle. Je parle de Houari Boumediene, Rabbi yarhamou. Et donc on a l'impression que le pouvoir actuel veut revenir à la période Boumediene. Donc ça s'est aggravé. Non seulement vous n'avez que des gens qui sont purement administratifs psychologiquement, mais en plus vous leur offrez un modèle du passé. Et donc on sort du contexte, on sort de la configuration du monde, on sort du fait que les générations ont changé, que les besoins sont différents, que nous sommes à l'ère du numérique, et on veut revenir simplement à une centralisation générale de l'économie à travers les Wali. Donc on gère
avec le bâton du wali, avec l'argent à distribuer l'administration du wali et le bâton du procureur de la République. Et non. Ça, on ne gère pas un pays de cette façon. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais poser deux questions sur des questions internationales. On va commencer par l'accord de cessez-le-feu qui s'est produit à Gaza. Qu'est-ce que ça vous dit, la situation que vit la Palestine actuellement, au-delà des massacres et de l'isolement dans lequel a vécu la question palestinienne en dehors de quelques soutiens de la région? La Palestine, c'est en fait la partie émergée d'un iceberg très très lourd qu'on ne voit pas et qui est la confrontation entre les puissances dans le monde. Les États-Unis veulent coûte que coûte garder le leadership. Ils ont besoin de contrôler le monde, le Moyen-Orient en particulier, pour pouvoir maintenir un équilibre avec la Chine. Ils avaient besoin d'affaiblir l'Europe, ce qu'ils sont en train de faire, pour mieux la vassaliser, hein, en un mot. Et donc, tous ces conflits-là, mais idéologiques et surtout de suprématie, convergent vers ce point focal qui était devenu Gaza. Et malheureusement, je sens que les pays arabes en particulier en parlent comme si c'était un épiphénomène passager, alors qu'ils sont dans le tourbillon d'une manière ou d'une autre, parce que les pays arabes tels qu'ils se présentent sont voués à être d'une manière ou d'une autre absorbés par les puissances en conflit. Et on n'a pas su développer, en tout cas le Proche-Orient et le Moyen-Orient n'ont pas su développer une attitude positive, créatrice et solidaire. Donc je pense qu'ils vont d'une manière ou d'une autre, pour très longtemps encore, être écrasés entre la volonté américaine, la puissance chinoise et les deux grandes puissances locales que sont l'Iran et la Turquie. Et les pays arabes sont absents de la décision. Vous avez l'Arabie saoudite et secondairement les Émirats par la puissance financière qu'ils dégagent, puisque ce sont des populations très réduites démographiquement, mais qui produisent tellement d'hydrocarbures, ils ont des surplus faramineux qui leur donnent des marges de manœuvre pour un petit peu agir un peu partout, y compris en Algérie. Ça reste des acteurs secondaires dans la région. Je ne parle même pas dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils inscrivent leurs actions à l'intérieur d'un plan beaucoup plus large qui les dépasse, qui est ce conflit qui opère entre les États-Unis et la Chine. Et dans cette configuration, bon, l'Algérie se trouve un petit peu à la marge du cœur de ce conflit, parce que l'Afrique du Nord, en général, c'est clair qu'elle est une porte d'entrée pour l'Afrique de l'Ouest et peut-être le centre de l'Afrique, mais elle est une porte d'entrée pour l'Europe. Les États-Unis sont en face par l'Atlantique. Ils n'ont pas besoin de rentrer ni par l'Algérie ni par l'Afrique du Nord en général. Et peut-être la Chine a un intérêt vu la ceinture de la soie, la route de la soie qu'ils sont en train de construire, mais ils peuvent rentrer aussi par la Corne de l'Afrique, par l'Éthiopie, c'est ce qu'ils font, d'ailleurs, ils sont par l'Afrique du Sud. D'où l'explication que l'Éthiopie avait été acceptée immédiatement pour les BRICS, lors de la réunion en Afrique du Sud. Donc la Chine est beaucoup plus intéressée par ce qui se passe au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Elle a des intérêts vitaux en Iran qui vont développer en relation aussi avec la Russie, en Asie centrale, plusieurs pays, etc. Et donc on se retrouve, nous, un peu à la marge. Finalement, l'Afrique du Nord va avoir un destin un peu compliqué parce qu'on reste quand même lié essentiellement au pôle européen. Et notre intérêt aurait été qu'il y ait une Europe forte tout en étant respectueuse. Et là, c'est un problème. Peut-être que le fait que l'Europe traverse et va traverser une période extrêmement difficile, avec l'arrivée de Trump notamment,
avec la réorganisation des rapports commerciaux avec les États-Unis, avec cette volonté de Trump de bousculer tout le système qui avait été construit, y compris l'Union européenne. Tout le monde a remarqué que le président américain ne discute pas, ne parle pas avec l'Union européenne. Il parle avec chaque pays. Il parle avec chaque pays. Et je pense que l'Union européenne a atteint un peu ses limites. On en avait parlé d'ailleurs à l'occasion de notre entretien sur le livre que j'avais fait sur la modernité, et je vous avais dit, il me semble, que finalement les structures étatiques, quand elles sont construites en dehors de ce qui suscite la création d'un État, elles finissent par péricliter. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un État soit érigé? C'est d'abord et avant tout le sentiment de sécurité collective. Lorsque un groupe humain veut constituer une capacité d'autodéfense, il va s'organiser et créer une organisation qui a fini par s'appeler État, l'État moderne. Mais l'Union européenne n'a pas été construite sur la capacité de se défendre, et on voit bien qu'il n'y a pas de défense collective, et ils ne pourront jamais le mettre en place apparemment. Et donc de ce fait, la structure de l'Union européenne devient surfaite. On a vu avec l'Ukraine, chacun défend ses intérêts. Et ça va se détériorer parce que... Même vis-à-vis de l'Algérie, apparemment c'est la même... Bien sûr, à l'évidence, en Ukraine, l'Europe a perdu la guerre. Elle a perdu maintenant ses ressources énergétiques pas chères. Elle se retrouve complètement ligotée. On voit qu'il y a de plus en plus de transferts de capitaux, de grandes entreprises, celles qui structurent. Le CAC 40 par exemple en France, CAC 40 c'est les 40 premières grandes entreprises inscrites à la bourse. Plusieurs d'entre elles ont envie de migrer vers les États-Unis. Et de ce fait, l'Europe est en train d'être siphonnée par les États-Unis. Par la Chine et par les États-Unis. Par la Chine et par les États-Unis. Et de ce fait, peut-être que c'est le moment d'envisager quelque chose de nouveau avec l'Afrique du Nord, et en particulier avec l'Algérie. L'Algérie a un intérêt évident de développer une coopération très sérieuse parce que nous avons des avantages complémentaires. Il s'agit de savoir bien les négocier, de savoir où mettre cet argent-là, où mettre ses capacités, et de sortir des chamailleries. Moi, je suis très attristé de voir ce qui se passe autour de un youtubeur ou quelqu'un... Parler de relations avec la France et avec l'Espagne, oui, particulièrement avec la France. Bon, il y a des problèmes très sérieux. La reconnaissance de la marocanité du Sahara en dehors de toute légalité internationale n'encourage pas au respect des lois internationales. Et c'était un très mauvais geste. Mais ensuite, surtout en France, l'extrême droite et puis certains lobbies qui montent sur les créneaux, écoutez, attaquer l'Algérie sur le fait que, selon leur point de vue, elle n'existait pas, et puis d'une baguette magique, ils ont créé cette Algérie-là. C'est ridicule. Et que des hommes politiques, des ministres du gouvernement français, etc., font de l'agitation de bas étage. C'est pas sérieux. Donc, je pense que les pays européens devraient faire leur autocritique aussi, d'autant plus qu'il y a maintenant une déviance très nette qui se fait. En Allemagne, il y a une extrême droite tellement virulente que même l'extrême droite française la refuse, ce qui est un peu étonnant. Et donc, ça bouillonne. Mais c'est peut-être le moment où on a l'impression qu'on rentre dans une phase chaotique, qu'il faut penser à l'ordre qui devra surgir après le chaos. Donc on peut profiter de cette situation. Ben oui, il faut profiter. Et parce que le chaos, c'est l'anéantissement d'un ordre, mais c'est aussi, il annonce un ordre nouveau. Mais cet ordre nouveau, soit il se fait avec vous, soit il se fait contre vous. C'est tout. Merci beaucoup, Soufiane Djellali, pour ces éclairages et pour ce débat passionnant.
comme c'est toujours le cas avec vous. J'espère qu'on va se retrouver une prochaine fois avec d'autres idées, avec une nouvelle situation dans le pays. C'est ce que nous espérons tous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vais vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. On va continuer sur cette lancée politique qu'on avait abandonnée à un certain moment, et ça va être avec un nouvel invité, toujours dans la construction et non pas dans la destruction comme veulent le faire croire certains. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et agréable soirée.